Sous Song Gandhi, 500 millions de carats surgissent. Le pays retient son souffle. En quelques jours, l'estimation satellitaire circule, les ingénieurs locaux croisent des géologues étrangers et les ambassades réclament des briefings, tandis que les médias hésitent entre Eldorado et instabilité. La présidence sécurise le périmètre, suspend les activités informelles, promet transparence, contrats publiés et société civile impliquée, mais le même chiffre crée déjà des attentes de redistribution, des craintes de capture par les élites et l'avertissement d'un risque écologique majeur. Que décidera Ibrahim Traoré quand la pression montera à huis clos? Une décennie peut basculer d'un décret. La promesse est claire, mais les enjeux le sont tout autant. Sangandi n'est pas seulement une découverte minière spectaculaire, c'est une épreuve de crédibilité pour l'État burkinabé. Si le gisement tient ses promesses, il peut ouvrir des marges budgétaires inédites, capables de financer l'éducation, la santé et des infrastructures longtemps reportées. Mais chaque jour gagné sur le calendrier économique peut être perdu sur le terrain institutionnel, là où les règles, les contrôles et la confiance publique se construisent lentement. Pour l'observateur, l'intérêt dépasse le cas national. La manière dont le Burkina Faso gérera cette manne servira de signal dans tout le Sahel, région déjà soumise à des pressions géopolitiques intenses. Pour Ibrahim Traoré, l'équation est double. Répondre à l'attente populaire sans céder à la précipitation et préserver la souveraineté sans isoler le pays. Ce choix n'oppose pas richesse et prudence. Il oppose des trajectoires de long terme à des gains immédiats. La mini-révélation tient en deux phrases et un chiffre. Plus de 500 millions de carats détectés sous Songandi, confirmés par recoupement satellitaire et relevé géologique. En une estimation, le Burkina Faso passe du statut d'acteur extractif marginal à celui de potentiel poids lourd du diamant, et l'horizon économique se comprime brutalement. Ce chiffre agit comme un accélérateur narratif. Il reconfigure d'abord les attentes internes, budget, priorités sociales, promesses de redistribution. Puis, il attire, presque mécaniquement, une attention extérieure déjà intense dans le Sahel. Les ingénieurs locaux, rejoints par des PE spécialistes étrangers, établissent que la masse cristalline s'étend sur plusieurs kilomètres, un fait inédit dans l'histoire minière nationale. Avant même toute annonce grand public, des mémos circulent, des briefings sont demandés et des propositions exploratoires affluent. C'est dans ce moment compressé qu'Ibrahim Traoré apparaît comme point d'ancrage méthodique. Là où l'urgence pousserait à ouvrir des négociations, il ordonne la création d'une commission nationale et exige une phase d'analyse croisée. L'objectif est simple, absorber la pression avant qu'elle ne devienne contrainte. Cette décision, inhabituelle dans des épisodes africains comparables, ralentit le tempo politique tout en stabilisant le climat intérieur au moment où les attentes montent. Le contexte structurel rend ce choix plus lisible. Le Burkina Faso portait des décennies de fragilité économique, de crises récurrentes et de tensions sociales. L'expérience régionale montre que l'abondance soudaine peut fragmenter des sociétés déjà éprouvées, attirer des influences difficiles à maîtriser et déplacer les rapports de force plus vite que les institutions ne s'adaptent. Songandi n'est donc pas qu'une promesse, c'est un stress test institutionnel. Sur le terrain, les premiers signaux sont ambivalents. Autour du volcan, la sécurisation du périmètre et la suspension des activités informelles préviennent une ruée désordonnée, tandis que des équipes administratives expliquent les mesures initiales. Cette présence officielle surprend des villages rarement au centre des décisions nationales et installe une attente prudente. La dette de curiosité ouverte demeure. Comment contenir une pression aussi rapide sans étouffer l'opportunité? La réponse commence ici, mais elle n'est pas encore écrite. Dans cette phase initiale, un fil conducteur s'impose pour comprendre la séquence. La manière dont les décisions prises au sommet se traduisent immédiatement sur le terrain. Autour de Songandi, l'arrivée d'équipes administratives change le rythme habituel. Des représentants de l'État expliquent les premières mesures de protection, rappellent l'interdiction des activités informelles et tentent de désamorcer les rumeurs. Pour des communautés souvent éloignées des arbitrages nationaux, cette présence crée un contraste net avec les expériences passées, où les annonces restaient lointaines et abstraites. Un témoignage local évoque une atmosphère suspendue. L'expression résume un mélange d'espoir, de prudence et d'incertitude. Les habitants comprennent que quelque chose d'exceptionnel se joue sans encore savoir si les bénéfices les concerneront directement. Cette perception précoce est déterminante. Elle façonne l'adhésion ou la méfiance bien avant que les contrats ne soient signés. Au niveau central, la ligne méthodique d'Ibrahim Traoré produit un effet parallèle.
L'annonce d'une transparence future, de la publication des accords et de l'implication de la société civile apaise temporairement les tensions internes. Les organisations civiles, souvent critiques, saluent le principe tout en rappelant que la crédibilité dépendra de la mise en œuvre. Ce climat évite, pour l'instant, l'apparition de fractures politiques immédiates, fréquentes dans des contextes de découverte massive. Ces impacts précoces révèlent une règle simple. La gestion initiale compte autant que la richesse elle-même. Les signaux envoyés aujourd'hui conditionnent la trajectoire de demain. Le sens de la question se précise alors, en filigrane. Cette prudence stratégique saura-t-elle tenir lorsque les pressions s'intensifieront réellement? Tout commence par un déclenchement technique, presque discret. Les géologues confirment devant la Commission nationale que les signaux sous Songandi ne sont pas des interférences, mais l'indice direct d'un gisement massif. L'information circule d'abord dans des cercles étroits techniques avant de remonter vers les autorités politiques. À ce moment précis, l'échelle change. Le périmètre or, là, autour du volcan est sécurisé. Les activités informelles sont suspendues. Des équipes mixtes, burkinabées et d'étrangères, sont mobilisées pour comparer les relevés et valider les données. En quelques heures, le rythme du pays se contracte autour d'un objectif unique: comprendre l'ampleur réelle de ce qui vient d'être mis au jour. Le pic survient lorsque les images satellitaires, partagées avec des institutions scientifiques, confirment l'exceptionnalité du gisement. Les consoles d'analyse convergent vers la même conclusion. Le volume est immense, comparable à certaines zones dominantes du marché mondial du diamant. À partir de cet instant, la découverte quitte le registre scientifique pour entrer dans l'arène politique. Les multinationales adressent des offres préliminaires. Des puissances étrangères sollicitent des entretiens confidentiels. Les observateurs régionaux parlent d'un point de bascule pour le Sahel. Les médias internationaux saturent l'espace d'analyse opposé, oscillant entre promesses de développement accéléré et risques d'instabilité profonde. Au centre de ce tumulte, la posture d'Ibrahim Traoré tranche. Il refuse les négociations précipitées. Chaque proposition est renvoyée vers la Commission nationale. Les messages diplomatiques sont traités avec distance, sans rupture, mais sans empressement. Cette ligne, perçue comme froide par certains acteurs extérieurs, rassure une partie de la population qui redoute une captation rapide de la richesse. Elle irrite aussi plusieurs partenaires potentiels, habitués à obtenir un accès rapide lors de découvertes comparables. Un bras de fer discret s'esquisse alors, fait d'insistance, de propositions conditionnelles et de tentatives d'approche en marge des canaux officiels. Les répliques apparaissent dans les semaines suivantes. À l'intérieur du pays, le débat se déplace vers la redistribution future des revenus. Certains groupes craignent une concentration des bénéfices au sommet de l'État. D'autres redoutent la marginalisation des communautés proches du volcan. Les organisations civiles réclament des garanties contre la corruption et les expropriations. Dans les provinces, la rumeur enfle. Qui profitera réellement de Songandi? Ces interrogations s'infiltrent dans les marchés, les cafés, les réunions locales, installant une tension diffuse mais persistante. À l'extérieur, les signaux deviennent plus contrastés. Les offres d'investissement se font plus généreuses, mais aussi plus intrusives. Les avertissements sur les risques environnementaux et sociaux se multiplient. Les analystes projettent déjà des scénarios divergents, certains voyant dans Songandi un levier stratégique majeur, d'autres un facteur de fragilisation supplémentaire. Dans cette séquence, une conclusion provisoire s'impose: la découverte n'est pas qu'une richesse minérale. C'est un accélérateur politique qui révèle en temps réel la solidité ou la vulnérabilité des institutions. La ligne avance après est désormais tracée. Avant Songandi, le pays gérait la rareté. Après, il doit apprendre à gouverner l'abondance potentielle sans perdre le contrôle. La question reste entière. Cette maîtrise peut-elle durer lorsque la pression atteindra son maximum? La ligne de base est simple, puis l'écart devient vertigineux. 500 millions de carats s'estimaient sous Songandi. Ce seul chiffre projette le Burkina Faso hors de sa trajectoire extractive habituelle. Jusqu'ici, le pays occupait une place marginale dans l'économie diamantifère mondiale. Avec une telle estimation, il entre potentiellement dans la catégorie des producteurs capables d'influencer les équilibres du marché. Cet écart modifie instantanément les attentes nationales, car une richesse de cette densité peut, en théorie, réorienter des décennies de trajectoire budgétaire. Un chiffre suffit donc à comprendre la tension.
L'abondance potentielle dépasse tout ce que le pays a connu auparavant. Le deuxième indicateur traduit cet écart en projection financière. Les premiers modèles comparatifs évoquent une multiplication par 10 des recettes nationales sur 5 ans si l'exploitation atteint un régime complet. Cette estimation n'est pas présentée comme une promesse politique, mais comme une extrapolation issue de cas comparables dans l'industrie diamantifère. Elle implique un choc budgétaire inédit. Un tel saut de revenus crée toujours un double mouvement. À l'intérieur, il nourrit des ambitions politiques et sociales considérables. À l'extérieur, il attire une attention accrue d'acteurs déjà très présents dans le Sahel. L'écart entre les capacités actuelles de gestion et celles requises par une telle manne devient alors un facteur de risque central. Le troisième chiffre introduit une contrainte lourde. Les études environnementales préliminaires évoquent une réduction possible de 40% de la biodiversité locale en cas d'exploitation intensive. Ce pourcentage ne renvoie pas à une abstraction écologique. Il signifie une pression directe sur les terres agricoles, les ressources en eau et les activités pastorales autour du volcan. Dans des régions déjà fragilisées par le climat, une perte de cette ampleur pourrait déclencher des tensions sociales durables. L'écart ici est qualitatif. Entre richesse économique et coût environnemental, la balance n'est pas automatiquement positive. Ces trois indicateurs structurent désormais tout le débat national. L'abondance projetée crée une attente de transformation rapide. L'explosion potentielle des recettes alimente des promesses de développement accéléré. Le risque écologique impose, en contrepoint, une prudence normative. Pour Ibrahim Traoré, la difficulté réside dans l'arbitrage entre ces écarts. Ralentir pour sécuriser la gouvernance peut protéger le pays, mais allonger les délais accroît l'impatience populaire. Accélérer pour capter les bénéfices expose, à l'inverse, à une capture de valeur par des multinationales ou des élites restreintes. Dans les villages proches de Songandi, ces chiffres deviennent des éléments du quotidien. Ils circulent dans les marchés et les discussions informelles, interprétés comme des signes d'un avenir déjà écrit. Certains y voient que la promesse d'une sortie durable de la pauvreté. D'autres y lisent le scénario, déjà observé ailleurs, d'une richesse confisquée et d'un environnement dégradé. Cette polarisation n'est pas idéologique. Elle naît directement de l'écart entre ce que les chiffres promettent et ce que l'expérience régionale enseigne. Sur le plan diplomatique, ces données jouent un rôle tout aussi structurant. Elles justifient des propositions d'investissement assorties de clauses techniques, logistiques ou de contrôle. Elles révèlent aussi l'intensité des rivalités extérieures autour du Sahel. Ainsi, les chiffres ne racontent pas seulement un gisement. Ils dessinent la carte des pressions qui convergent vers le pays et expliquent pourquoi chaque décision, désormais, pèse plus lourd que jamais. Deux positions structurent désormais le débat autour de Songandi et chacune s'appuie sur des arguments solides. La première plaide pour l'accélération. Ses partisans estiment que le Burkina Faso doit saisir une fenêtre historique rare. Selon eux, un gisement de cette ampleur ne peut rester longtemps hors du circuit économique sans perdre de la valeur stratégique. Le temps joue contre le pays. Retarder l'exploitation risquerait d'affaiblir sa capacité de négociation, d'encourager des pressions extérieures plus fortes et de laisser filer des opportunités d'investissement indispensables. Dans cette lecture, la rapidité est un outil de souveraineté. Elle permettrait de financer rapidement des infrastructures, de créer des emplois et de répondre à une demande sociale pressante dans un contexte de pauvreté structurelle. La seconde thèse adopte une logique inverse. Pour ses défenseurs, la vitesse constitue précisément le principal danger. Il rappelle les précédents africains où des découvertes massives ont conduit à des crises politiques, à la fragmentation sociale ou à une captation des richesses par des élites restreintes. Le risque environnemental, matérialisé par la perspective d'une perte importante de biodiversité, renforce cette prudence. Exploiter trop vite, sans normes strictes ni contrôles indépendants, reviendrait à échanger une fragilité économique contre une instabilité durable. Dans cette approche, ralentir n'est pas renoncer, mais créer les conditions d'une exploitation réellement bénéfique. Ces deux thèses ne sont pas caricaturales. Chacune décrit un risque réel. L'accélération sans garde-fou peut exposer le pays à une perte de contrôle. La prudence sans horizon clair peut nourrir la frustration sociale et affaiblir la légitimité politique. La réfutation centrale consiste donc à refuser ce faux dilemme. Le cœur du problème n'est pas la vitesse en soi, mais la capacité institutionnelle à encadrer la décision. C'est ici que la ligne méthodique d'Ibrahim Traoré s'insère comme tentative de synthèse.
En privilégiant une commission nationale, des analyses croisées et une transparence annoncée, il cherche à réduire les angles morts des deux camps. L'objectif implicite est de maintenir une ouverture sélective, avancée mais sous conditions vérifiables. Cette posture n'élimine pas les risques, mais elle les rend visibles et discutables, ce qui constitue déjà une forme de contrôle. La question qui demeure n'est donc pas faut-il accélérer ou ralentir, mais quelle capacité l'État doit-il consolider avant chaque pas supplémentaire? C'est sur ce terrain, plus que sur celui du calendrier, que se jouera l'issue réelle. À mi-parcours, le récit se déplace. Songandi n'est plus seulement une promesse économique, mais un révélateur politique. Jusqu'ici, le débat opposait chiffres-scénario, scénario et calendrier. Désormais, un autre critère s'impose, plus discret mais décisif. La capacité de l'État à transformer une attente diffuse en règle tangible. Ce glissement change l'équilibre, car il déplace l'attention du volume extrait vers la qualité de la gouvernance. Ce point médian éclaire la stratégie d'Ibrahim Traoré sous un angle différent. La Commission nationale, la transparence annoncée et le refus des accords précipités ne servent pas uniquement à gagner du temps. Ils fonctionnent comme un filtre destiné à tester la solidité des partenaires potentiels et la cohérence interne des institutions. Ceux qui acceptent ces conditions signalent une volonté de s'inscrire dans le temps long. Ceux qui les contestent révèlent une préférence pour l'accès rapide, au prix d'un risque accru. Dans l'opinion publique, ce déplacement est c'est perceptible. Les, les discussions ne portent pas que plus seulement sur combien rapportera Sangandi, mais sur comment et pour qui. Cette évolution est d'être subtile, mais elle marque un tournant. La ressource cesse d'être une fin en soi pour devenir un moyen conditionnel. À ce stade, la richesse potentielle ne garantit plus l'adhésion automatique. Elle doit désormais prouver son utilité sociale. La révélation médiane est donc claire. La décision centrale ne concerne pas l'extraction, mais l'architecture de confiance qui l'entoure. Si cette architecture tient, l'opportunité s'élargit. Si elle cède, même l'abondance peut devenir un facteur de fragilisation. Pour l'État, l'enjeu est d'abord budgétaire et institutionnel. Une manne de cette ampleur pourrait offrir des marges financières inédites, capables de stabiliser des politiques publiques longtemps contraintes. Les administrations projettent déjà des réallocations vers l'éducation, la santé et les infrastructures, secteurs structurellement sous-financés. Mais cette perspective crée une pression immédiate sur les mécanismes de contrôle. Sans cadre clair, l'afflux de revenus risque de déformer les priorités, d'alimenter des arbitrages opaques et d'exposer l'appareil public à des tensions internes. La stratégie prudente d'Ibrahim Traoré vise précisément à éviter que la vitesse de l'argent ne dépasse celle des règles. Pour le tissu entrepreneurial, Songandi ouvre un champ d'opportunités inédit. Transport, logistique, construction, services techniques. Toute une chaîne de valeur pourrait émerger autour de l'exploitation. Les entreprises locales espèrent accéder à des contrats et à des transferts de compétences longtemps hors de portée. Mais cette ouverture est conditionnelle. Sans clause de contenu local ni régulation ferme, les multinationales risquent d'absorber l'essentiel de la valeur ajoutée, reléguant les acteurs nationaux à des rôles périphériques. C'est pourquoi la Commission nationale insiste sur des partenariats sélectifs, conçus pour préserver l'espace économique intérieur. Pour les populations, les conséquences sont à la fois immédiates et différées. Dans les villages proches du volcan, l'espoir d'investissements locaux cohabite avec la crainte d'expropriation et de dégradation environnementale. Une redistribution visible pourrait renforcer la cohésion sociale et corriger des inégalités territoriales anciennes. À l'inverse, une perception d'injustice alimenterait rapidement frustration et tension. Dans les centres urbains, l'attente porte sur l'amélioration concrète des services publics. Ici, la question n'est pas idéologique, elle est pragmatique. Les citoyens jugeront la découverte à l'aune de ses effets tangibles sur leur quotidien. Pour l'équilibre régional enfin, Songandi agit comme un multiplicateur stratégique. Un Burkina Faso renforcé économiquement deviendrait un acteur plus central dans le Sahel, capable de redéfinir certains partenariats et de peser davantage dans les négociations régionales. Mais ce gain potentiel s'accompagne d'un risque miroir. Une gouvernance défaillante pourrait transformer la richesse en facteur d'instabilité, avec des répercussions au-delà des frontières. Les services diplomatiques observent déjà une intensification des offres, des pressions et des tentatives d'influence. À travers ces quatre groupes, une constante apparaît. La richesse brute ne produit pas automatiquement des bénéfices alignés. Elle amplifie ce qui existe déjà, qu'il s'agisse de capacités institutionnelles ou de fragilité latente.
C'est pourquoi la posture d'Ibrahim Traoré, souvent perçue comme lente, s'inscrit en réalité dans une logique de maîtrise des conséquences plutôt que de maximisation immédiate des gains. La question devient alors concrète et collective. Quelle combinaison de règles permettra que ces quatre groupes avancent ensemble plutôt que de s'opposer sous la pression de l'abondance? Trois trajectoires plausibles se dessinent pour l'année à venir, chacune dépendant moins du volume extrait que de la discipline décisionnelle. Scénario de base. Ouverture contrôlée. Si l'État maintient un cadre transparent et une régulation ferme, des partenariats limités pourraient être conclus à un rythme mesuré. Les recettes commenceraient à croître progressivement, permettant des réinvestissements ciblés sans choc institutionnel. Ce chemin exige une capacité administrative suffisante pour gérer des contrats complexes et des audits réguliers. Sans elle, même une trajectoire prudente peut déraper. Scénario optimiste. Gouvernance disciplinée, cohésion renforcée. Si les normes environnementales sont fixées avant de l'exploitation, si les communautés locales participent réellement aux décisions, et si les partenaires acceptent des clauses strictes de souveraineté, alors les bénéfices pourraient devenir visibles dès les premières phases. L'éducation, la santé et les infrastructures bénéficieraient d'investissements crédibles, créant un cycle de confiance entre population et d'institutions. Dans cette hypothèse, la méthode d'Ibrahim Traoré consoliderait une réputation de fiabilité, attirant des partenariats durables sans perte d'autonomie. Scénario critique, lenteur conflictuelle. Si les décisions s'enlisent ou si l'exploitation est engagée sans capacité technique suffisante, les revenus tarderaient à se matérialiser. La frustration sociale augmenterait, les pressions extérieures s'intensifieraient et les rivalités internes pourraient se durcir autour de la redistribution. Ce scénario ne suppose pas un échec brutal, mais une érosion progressive de la confiance, coûteuse à inverser. Une recommandation transversale s'impose alors. Évaluer chaque décision non par son effet immédiat, mais par la manière dont elle élargit ou réduit l'éventail des options futures. Songandi ne demande pas seulement de choisir une voie. Il exige de préserver la capacité à corriger la trajectoire si les conditions changent. Au-delà des institutions et des marchés, Songandi touche des réalités concrètes, vécues à l'échelle des foyers. Pour de nombreuses familles, la perspective que des revenus nationaux renforcés financent enfin des services publics fiables ouvre un horizon longtemps différé. Écoles mieux équipées, centres de santé accessibles, routes reliant des zones enclavées, ces attentes ne relèvent pas de projections abstraites, mais de besoins quotidiens. La question récurrente reste simple et directe. Cette fois, les bénéfices atteindront-ils réellement ceux qui vivent avec le moins de marge? Chez les jeunes générations, l'impact se lit autrement. Majoritaires dans la démographie nationale, elles perçoivent Tsongandi comme une possibilité de rompre avec des trajectoires de survie. Formation technique, emplois qualifiés, entrepreneuriat lié à la logistique, aux services ou à l'ingénierie minière deviennent des options concevables. Cette ouverture mentale est déjà un changement en soi, mais elle demeure conditionnelle. Sans règles claires et sans accès équitable, les promesses d'emploi risquent de se concentrer ailleurs, nourrissant désillusions et départs forcés. Un troisième niveau concerne le lien entre citoyens et d'État. Les consultations organisées autour du volcan ont créé un signal inhabituel. Certains habitants ont le sentiment que leur voix compte dans une décision nationale majeure. Cette impression reste fragile. Si elle est confirmée par des actes visibles, elle peut renforcer une confiance civique souvent érodée. Si elle est démentie par des choix opaques, la déception pourrait être profonde. Ainsi, pour le spectateur, Songandi n'est pas une histoire lointaine de diamants. C'est une interrogation sur la crédibilité des promesses publiques et sur la capacité d'un pays à transformer une opportunité collective en amélioration tangible des vies ordinaires. Transformer Songandi en levier durable exige une architecture de décision progressive, lisible et mesurable. La première étape consiste à consolider la Commission nationale. Elle doit disposer d'un mandat clair, d'une composition élargie et d'une capacité réelle d'arbitrage. Intégrer des experts indépendants, des représentants des communautés locales et des acteurs de la société civile renforcerait sa légitimité et réduirait les soupçons de décisions capturées. La deuxième étape porte sur le cadre environnemental. Avant toute extraction, des normes contraignantes doivent être établies et rendues opposables. Elles ne servent pas seulement à protéger les écosystèmes, elles créent un seuil de crédibilité vis-à-vis des partenaires et des populations. Sans ce socle, chaque avancée technique serait perçue comme un pari risqué plutôt qu'un progrès maîtrisé.
Troisièmement vient le choix des partenaires. L'objectif n'est ni l'ouverture totale ni le repli. Il s'agit de sélectionner des acteurs capables d'accepter des clauses de souveraineté, publication des contrats, audit régulier, transfert de compétences et obligation de contenu local. Ce filtre réduit le nombre de candidats, mais augmente la qualité des engagements. La quatrième étape concerne la redistribution transparente. Une feuille de route publique doit préciser les usages prioritaires des revenus futurs avec des indicateurs simples de suivi. Rendre ces choix visibles limite la frustration et ancre la confiance dans la durée. Enfin, la continuité du dialogue public est décisive. Des consultations régulières permettent d'ajuster la trajectoire et de prévenir les ruptures. Cette méthode correspond à la ligne défendue par Ibrahim Traoré: avancer sans céder à la précipitation tout en rendant chaque étape vérifiable. À travers ces étapes, une idée domine. La richesse ne devient un atout que si elle est gouvernée comme un processus, non comme un événement. Au début, un habitant parlait d'une atmosphère suspendue, comme si le temps s'était arrêté autour du volcan. Ce motif revient maintenant avec une densité nouvelle. L'attente n'est plus seulement scientifique ou économique, elle est devenue collective. Elle se lie dans les villages proches de Songandi, dans les administrations et jusque dans les capitales étrangères qui observent chaque signal. Le pays ne retient plus son souffle devant l'inconnu, mais devant la cohérence de ses propres choix. Dans ce moment étiré, la figure d'Ibrahim Traoré s'inscrit dans la durée plutôt que dans l'effet. Sa méthode, souvent perçue comme lente, redonne une valeur politique au temps long, rare, dans des contextes soumis à l'urgence et à la pression extérieure. Cette posture ne garantit pas le succès. Elle crée toutefois une condition essentielle: la possibilité de décider sans se dissoudre dans la vitesse. Le rappel émotionnel est simple: si la richesse ne transforme pas la vie ordinaire, elle perd sa justification. Les paroles entendues sur le terrain résonnent comme une ligne de conduite implicite. Une ressource n'a de valeur que si elle renforce la dignité collective. Son Gandhi devient alors un miroir. Il reflète moins les diamants enfouis que la capacité d'un pays à rester maître de sa trajectoire. La richesse teste la cohésion. Son Gandhi place le Burkina Faso devant un choix qui dépasse largement la technique minière. Il engage une vision du contrat social, une manière de décider ensemble sous pression, et une capacité à transformer une richesse naturelle en stabilité durable. Dans ce moment charnière, le débat public n'est pas un bruit de fond, il devient une ressource à part entière. Interroger les règles, demander des garanties, suivre les engagements annoncés. Ces gestes contribuent à créer l'environnement de confiance sans lequel aucune trajectoire ne tient. Pour les habitants des zones concernées, pour la société civile, pour les entrepreneurs locaux et pour les observateurs extérieurs, l'enjeu est de rester attentif aux mécanismes, pas seulement aux promesses. La transparence annoncée, les consultations et les cadres environnementaux ne prennent sens que s'ils sont suivis, évalués et ajustés. C'est dans cette vigilance partagée que la méthode défendue par Ibrahim Traoré peut trouver sa cohérence au-delà des discours. La question finale n'appelle pas une réponse immédiate, mais un échange continu. Quelles conditions collectives permettront de faire de Songandi un levier de justice et non une fracture d'ossature durable?